Matryoshka. L'identité, parlons-en. Selon qui on est ou d'où on parle, forcément, sa parole résonne complètement différemment. Rachid Benzine, par exemple, il est politologue, il est islamologue, il est aussi romancier, d'ailleurs. Il y a ce livre qui vient de paraître, Le silence des pères. Il est musulman, il est d'origine marocaine, il est une figure importante de l'islam libéral, mais pas que. En fait, quand je décris ce qu'il est, je décris ce qu'il fait, d'où il vient et l'image qu'il a. Mais ce qui peut être intéressant dans le fond, c'est, au-delà de tout ça, ce que chacun pose et impose de son identité. C'est par rapport à quels critères, qu'ils soient intellectuels, historiques, culturels, religieux, qu'on se définit. Et l'identité qu'on définit est-elle vraiment définitive ? Je pense que nous sommes tous des êtres en chantier, c'est-à-dire à la fois dans ce que nous avons reçu, de ce que nous avons digéré, de ce que nous en avons fait, et en même temps beaucoup de choses. C'est-à-dire que globalement cette question de l'identité, elle est assez difficile, sauf si elle se raconte par une narration. C'est ce que dit Paul Ricoeur, il dit que l'identité est toujours narrative. Puis ça permet de donner à la fois de la cohérence, et en même temps de le mettre en récit, ça produit du sens. Et que l'être humain ne peut pas vivre sans produire du sens. Quand nous utilisons le langage, la métaphore et autres, nous produisons du sens. Et l'être humain, il est toujours, non pas en quête de vérité comme on le pense, mais plutôt en quête de sens. Et donc c'est pour ça que cette identité-là, qui est narrative, elle peut se raconter de mille et une manières et que les autres aussi peuvent vous raconter. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'absolue définition de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez être. Pour vous, ça a été une nécessité de devenir romancier pour pouvoir raconter des histoires, en parallèle de politologue pour pouvoir raconter l'histoire. Racontez-moi justement quel est le chemin identitaire de tout ça. C'est tout simplement au moment des événements du 13 novembre 2015, cette explosion de violence terroriste sur notre sol, on n'arrivait plus à trouver les mots pour pouvoir se parler, pour pouvoir dialoguer. Et je voyais bien que tous les concepts que j'utilise dans les sciences humaines, dans mes cours, alors, les concepts ? C'est lorsque je vais parler du récit théologico-politique de Daesh, c'est-à-dire que Daesh construit un récit dans lequel il y a un certain nombre de mythologies, de rêves, le rêve de l'unité, le rêve de la dignité, le rêve de la pureté, le rêve du salut, vous voyez, tous ces concepts qui permettaient de comprendre pourquoi des jeunes pouvaient adhérer à ces récits, ce qui faisait qu'en adhérant à un récit, ils pouvaient bouger. Partir en Syrie, en Irak, c'est là où on voit la puissance du récit. Et donc, on arrivait à cette période-là où l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, disait que expliquer, c'était excuser. Et donc, on voyait bien que là, nous étions globalement dans une impasse parce qu'on était dans un moment émotionnel où l'analyse, où le concept, où le recul, où la complexité, où la nuance n'avait pas de place. Alors les autres concepts, c'était quoi sur lesquels vous pouvez travailler intellectuellement, qu'ensuite on a besoin de traduire sur un plan narratif. Sur la question par exemple de l'humiliation, qu'est-ce que c'est qu'une humiliation Avishai Margalit dit un philosophe israélien qui dit que nous vivons dans des sociétés indécentes. Et quand on lui dit qu'est-ce que c'est qu'une société indécente, il dit que c'est une société où les institutions humilient les citoyens. Ça peut paraître abstrait, mais ça part de quelque chose qui est empirique. C'est-à-dire que le concept, dans la philosophie sociale, on part toujours de l'étude du terrain. Moi, ce que je pense, c'est que plus on théorise, plus on pourra être pratique. Parce que la théorie, c'est une manière aussi de saisir le réel. Et donc, vous, en 2015, à ce moment-là, vous reprenez ces concepts, une fois qu'ils sont suffisamment maîtrisés, pour pouvoir les traduire et raconter des histoires. Absolument. Et c'est ce que je fais avec Lettre à Nour, qui est un échange épistolaire entre un père et sa fille, un père qui est philosophe, un père qui a donné les rudiments de la critique à sa fille. Et cette jeune fille décide un jour de partir rejoindre son mari en Irak pour rejoindre Daesh. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on entend à la fois les arguments du père, mais on entend aussi les arguments de la fille avec toute son idéologie djihadiste. Et pour moi, c'était important qu'on entende aussi ce qu'ils ont à nous dire, de ne pas les considérer simplement comme des monstres, de ne pas les considérer simplement comme des barbares, et que nous serions du côté de la civilisation, de l'axe du bien, comme certains le disent aujourd'hui. À partir du moment où on les entend, comme vous dites, qu'est-ce qu'il faut comprendre
et comment le traduire et comment arriver à recréer du comment. Je trouvais ça très important de comprendre la question de l'humiliation. Comment les humiliations préparent les violences de demain. Et les humiliations, on a eu ça avec les gilets jaunes, on a eu ça avec la retraite, etc. Il y a constamment des choses de l'être humain qui reviennent dans cette lutte pour la reconnaissance. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, nous sommes en panne de récit. Nous n'arrivons pas à trouver un espèce de récit commun qui nous emmènerait tous vers cette idée à la fois de l'émancipation de chacun et de tout le monde, mais en même temps qui créerait aussi des liens, qui créerait aussi globalement des attachements. C'est-à-dire que le grand récit avec lequel nous avons vécu, qui était celui de la modernité, avec le progrès, s'est effondré. Le grand récit de l'émancipation, c'est qu'en fait, on s'est tellement émancipé de tout qu'il n'y a plus de lien. On s'émancipe du religieux, on s'émancipe de la famille, vous voyez. Mais je crois qu'on ne peut pas penser l'émancipation sans penser l'attachement. Ça va ensemble, la question du lien. Et quel est le nœud aujourd'hui? Dans quoi est-ce qu'on est en train de s'engouffrer qui fait qu'on est en repli? Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est dis-moi quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es. Le problème, c'est lorsque vous êtes dans l'espace public ou l'espace médiatique et que vous n'êtes réduit qu'à votre souffrance ou le fait que vous ayez été victime. Et donc, ça finit par vous assigner une résidence identitaire de souffrance, ça c'est la première des choses. Et ensuite on dit jamais aux gens comment on dépasse ces souffrances-là, comment on se relève, comment on dépasse globalement ces humiliations. Que la souffrance fait partie d'abord de l'existence, c'est très important de pouvoir la rappeler dans une société un peu palliative où on voudrait que personne ne souffre, ce que je peux comprendre. Hein. Moi je suis plutôt dans l'idée qu'on peut à la fois articuler que ce que vous êtes est le produit de votre histoire, mais ce que vous êtes est aussi ce que vous en faites aujourd'hui dans les interactions avec les gens.